Cette question, la question, est très sensible et je sais que depuis longtemps elle vous empêche de dormir. Alors vous-même, à quel camp appartenez-vous? À celui des chasseurs de talons ou à celui des releveurs de pointe? Puisse ce dernier volet vous aider à trouver à la fois des réponses et à nouveau des nuits paisibles. Bienvenue dans cette vidéo hors série consacrée à une question opposant différentes écoles d'arts martiaux et qui participe à creuser le fossé séparant les approches modernes et traditionnelles. J'ai deux façons de gérer mon pied arrière quand je m'installe en arc et flèche. Soit je chasse le talon, soit je ferme la pointe. Je présenterai comme élément de réflexion quelques notions élémentaires de mécanique, parmi lesquelles ce qui permet notre mouvement et comment nous pouvons communiquer efficacement une force à un objet extérieur. Nous étudierons dans ce premier cours les bases du mouvement et leur relation à la réaction du support. Il existe des nuances et parfois de fortes contradictions entre les différents styles. Par exemple, certains préconisent de ne jamais tendre la jambe arrière lors des enchaînements. D'autres si. Parfois les postures sont très hautes, parfois très basses. D'autres courants font porter le poids du corps essentiellement sur la jambe arrière. Je ne parlerai pas ici des changements de direction qui s'accompagnent d'une rotation autour du talon. Là, il n'y a pas de discussion, on relève la pointe du pied. Je vous propose ici une approche pragmatique, conforme à celle qui a de tout temps accompagné la pensée traditionnelle chinoise, en laissant de côté tout aspect dogmatique. Sur terre et sur un sol plat, plaçons un objet plus dense que l'air. Il ne s'envole pas car il est soumis à son poids, force verticale qu'exerce notre planète sur son centre de gravité et qui l'entraîne vers le bas. Il ne s'enfonce pas non plus dans le sol, cet objet subit la réaction du support, force verticale de même direction que le poids, mais de sens opposé. Supposons maintenant que cet objet ce soit vous ou moi. Si nous sommes immobiles, on peut représenter notre poids et la réaction du support avec deux flèches de même longueur. Si le poids était supérieur à la réaction du support, on s'enfoncerait dans le sol. Si la réaction du support était supérieure au poids, on s'envolerait. Supposons qu'on veuille s'élever le plus haut possible, par exemple essayer de toucher le plafond avec le bout des doigts. Il faut pour cela produire une force supérieure à notre poids. Comment feriez-vous? En principe, vous commenceriez par plier vos jambes, car vous savez, consciemment ou inconsciemment, que pour sauter verticalement, vous devez déplier vos jambes, un mouvement d'extension effectué en grande partie par les quadriceps. Ça ne viendrait à l'idée de personne de garder les jambes tendues, à moins de ne compter que sur l'extension de la cheville, assurée quant à elle principalement par les mollets. La hauteur du saut sera dans ce cas moins importante. Alors, pourquoi quitte-t-on le sol? Quand nous poussons la terre, en tendant les jambes, la terre nous repousse. C'est la réaction du support. Mais comme la terre est bien plus lourde, bien plus massive, c'est nous qui bougeons. Et on quitte un tout petit peu l'attraction terrestre. Si vous preniez appui sur un épais matelas tout mou ou un gros coussin, votre poussée serait en partie absorbée par l'amortissement du matelas qui se déforme vers le bas. Il y a ici comme un glissement vers le bas, s'opposant au sens du déplacement et à l'efficacité du saut. Une partie de l'énergie que vous avez produite a été dissipée dans ce glissement. Si vous vouliez lancer très haut une balle assez lourde, vous feriez un peu pareil que pour sauter très haut. Vous plieriez vos jambes avec une extension globale. Bon, c'est vrai, l'exercice est plus difficile à réaliser dans votre salon. Donc, qu'il s'agisse de notre propre déplacement ou de communiquer de l'énergie à un objet extérieur, à une balle par exemple, les mécanismes sont sensiblement les mêmes. Voyons maintenant ce qu'il se passe dans la direction horizontale. Au lieu de se projeter vers le haut comme tout à l'heure, on veut donc se projeter vers l'avant. Par exemple, se déplacer le plus rapidement possible horizontalement. Dans quelle position allez-vous préparer votre départ? Bon, je crois qu'on est tous d'accord, à quelque chose près. À moins qu'on pense que sauter à pieds joints est plus efficace que courir. C'est vrai, la nature l'a quand même prévu, mais nous on n'est pas équipés pour. Imaginez que vos deux pieds soient sur une plaque de verglas ou que vous soyez chaussé de patins à roulettes.
C'est comme si le sol s'était dérobé vers l'arrière, les forces de frottement étant quasi nulles. C'est comme si la réaction du support n'existait pas. La force déployée par les cuisses s'est dissipée dans le glissement des appuis. Efficacité de la force motrice ? 0. Et en chaussettes sur le parquet comme certains d'entre vous en ce moment, c'est moins catastrophique, mais il y a encore trop de glissement. En basket sur du béton, c'est mieux. Avec des starting blocks, c'est le top. On élimine ainsi tout risque de glissement. Toute l'énergie de poussée est retransmise vers l'avant par la réaction de support. Qu'elle s'exerce dans les directions verticales ou horizontales, la réaction du support est donc déterminante. En absence de glissement ou d'absorption, le support nous renvoie toute la force que nous exerçons sur lui et crée notre déplacement. Alors si je m'installe en arc et flèche en chassant mon talon, est-ce que c'est comme si celui-ci glissait vers l'arrière en me faisant perdre de l'énergie ? Il faut donc que je le garde au sol et relever la pointe ? Fin de l'histoire ? Eh bien non, ce n'est pas si simple, comme on le verra dans le prochain épisode et la suite des aventures d'Achille. Bienvenue dans ce deuxième épisode des aventures d'Achille. Après le mouvement et sa relation avec la réaction du support, poursuivons l'étude des bases de la mécanique avec la façon de transmettre une force à un objet extérieur. À cette voiture par exemple. Elle sera difficile à déplacer car sa masse lui confère une grande inertie. L'inertie de la voiture est en rapport avec l'effort à produire, soit pour la mettre en mouvement, soit pour l'arrêter si elle roule. Cet effort serait évidemment bien inférieur pour pousser une voiture en carton de 10 kg dont l'inertie est bien plus faible. Faisons quelques expériences de pensée. D'ailleurs, Achille vient d'avoir une super idée. Que croyez-vous qu'il va se passer ? Oui, dans le meilleur des cas, ou alors, on serait évidemment pareil sur un sol très glissant comme une plaque de verglas. Le peu de force créé par les petits bras d'Achille s'est dissipé dans le glissement horizontal. Il n'a pas pu compter sur ses appuis, absolument nécessaires pour que la force exercée par les bras soit soutenue. Achille vient en quelque sorte de subir la réaction de la voiture. Pour le voir, il suffit de pencher la tête. Deuxième expérience. Ne pousser qu'avec les bras et les pieds joints. Comme la voiture est lourde, elle possède une grande inertie. Il faut alors une grande force motrice pour la déplacer. Achille n'utilise ici que la force de ses bras, qui est insuffisante pour pousser une voiture d'une tonne. Il risque encore d'être projeté en arrière. Il pourra par contre sûrement déplacer une voiture en carton. Donc dans cette situation-là, vous voyez comment sont mes appuis. Je veux pousser Ludo. Donc soit je suis en position peigne ou en position de pousser âne. Si j'utilise juste mon bras et que vraiment je pousse, à un moment donné, c'est moi qui vais reculer. Parce que la force que j'ai exercée avec mon bras, elle n'a pas été soutenue par mes appuis. Troisième expérience, toujours en ne poussant qu'avec les bras. Voilà une meilleure attitude pour déplacer quelque chose de lourd. Un pied devant l'autre, comme un départ pour courir. Dans ce cas, et s'il n'y a pas trop de glissement, la force des bras, produite par leur extension, exercée principalement par les triceps, est soutenue par les appuis, même si on n'est pas sûr qu'Achille arrive à faire bouger la voiture. Donc la deuxième solution, c'est d'avoir mes appuis qui sont avant-arrière. Si je pousse ici, juste en utilisant mon bras, je travaille qu'avec mon bras, j'ai quand même du mal à le déplacer, mais par contre, je ne subis pas la force que je suis en train d'émettre. La force de mon bras n'est pas suffisante pour faire bouger Ludo soit ici, soit ici. Mais c'est en utilisant les jambes que la poussée devient efficace. Achille repousse le sol vers l'arrière, qui par réaction le repousse vers l'avant. Les bras qui sont ici tendus jouent uniquement le rôle de transmission de la force produite par les jambes. Pour résumer, la propulsion est assurée par les jambes grâce à l'extension produite au niveau des genoux et des chevilles. La poussée arrive au bras qui assure la transmission de la force motrice. Le point d'application est l'endroit où cette force s'exerce, ici au niveau des mains, sur l'arrière de la voiture. Si mon bras est tendu, ici j'ai la transmission de la force
et ici la propulsion de la force. Ici ça propulse, ici ça transmet. Ici j'ai le point d'application de la force. Voilà, là ici mon bras n'a servi à rien, sauf à transmettre la force. Donc vous voyez que j'ai beaucoup plus d'énergie en utilisant mes jambes que mes bras. On vient de voir le rôle des jambes dans la poussée, qui dépend fortement des appuis et de la réaction du support. C'est pourquoi le tai chi en général, et notre école en particulier, accorde autant d'importance aux appuis, aux postures et aux déplacements. Mais à l'extension des jambes si essentielle, s'ajoute généralement l'extension des bras, effective si on part avec les bras pliés. En plus de transmettre la force motrice, les bras qui se déplient augmentent l'efficacité de la poussée. Il y a donc ici une double extension, celle des membres inférieurs et celle des membres supérieurs. Par exemple, je suis en position de tai chi, par exemple Peng, c'est d'avoir à la fois l'extension de la jambe et l'extension du bras. Et là, j'ai beaucoup plus d'énergie à déployer vers l'avant. Donc si vous êtes en Ji, que vous êtes en Peng, vous êtes en brosser le genou, quel que soit le mouvement que vous allez faire, l'intention est à mettre au niveau de la jambe arrière. Je fais Ji avec un appui avant-arrière, je force, mais c'est déjà un peu plus... J'arrive un petit peu à le faire bouger, mais c'est pas évident. Mais au moins ma force, elle est soutenue par mes appuis. Donc là, c'est le soutien. Et ensuite, la force générée par les appuis. Donc là, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Parce que ma force, elle vient de la jambe arrière. Il reste une extension sur laquelle nous n'avons pas beaucoup insisté, mais qui reste pourtant indispensable à tout déplacement, qu'il soit vertical ou horizontal, ou à toute tentative de pousser efficacement, de frapper fort ou de lancer loin. Essayez par exemple de sauter le plus haut possible sans déplier les chevilles, c'est-à-dire sans relever les talons au début du saut et sans vous mettre sur la pointe des pieds lors de l'impulsion initiale. Pour y arriver, vous pouvez relever les orteils au départ. Alors, c'est presque impossible. En tout cas, ça ne va pas bien haut. Il n'y a ici que l'action des quadriceps, non assistée et équilibrée par celle des mollets. L'extension des membres inférieurs se fait donc selon deux ouvertures principales, au niveau des genoux et au niveau des chevilles. Vous pourriez de la même façon essayer de prendre un départ pour courir en prenant appui sur vos deux talons, ça n'irait pas bien loin. Et qu'il s'agisse de pousser, de frapper ou de lancer, aucune activité n'échappe à cette règle. Demandez donc à un combattant de garder ses talons vissés au sol en frappant. Nous avons maintenant établi, de façon abordable et très simplifiée, les éléments nous permettant de réfléchir à cette épineuse question. Alors, on chasse ou on ne chasse pas le talon? Nous conclurons, c'est promis, dans le 3e et dernier épisode des aventures d'Achille. Alors pour commencer, pourquoi orienter en diagonale le pied arrière quand on s'installe en arc et flèche? En gardant les pointes de pied à 90 degrés, on risque d'être déséquilibré et de ne pas pouvoir transmettre efficacement sa force vers l'avant. Je pose mon talon et je passe sur la jambe avant avec ce pied arrière ici qui est resté à 90 degrés. Essayez de pousser vers le mur. Vous voyez que vous êtes coincé. Si vous chassez votre pied, vous sentez tout de suite que vous libérez l'épaule, évidemment la taille, le bassin qui s'est placé, le genou qui est déverrouillé. Sur les schémas, la partie noire de l'empreinte indique la partie du pied en contact avec le sol, qu'on supposera plat et non glissant. Ici, le talon du pied gauche est relevé, prêt à se placer sur le deuxième rail. On déroule ensuite le pied gauche au sol en démarrant la flexion de la jambe gauche. Et à partir de là, tout se joue. Si on chasse le talon tout en le gardant collé au sol, on crée un glissement vers l'arrière pendant l'extension de la jambe droite qui s'oppose à la force que l'on veut émettre vers l'avant. On a l'impression que la hanche est attirée vers le bas, les muscles du mollet sont figés
et n'ont pas été sollicités. Bref, c'est l'horreur. On dissipe de l'énergie parce qu'on a gardé l'appui arrière sur l'ensemble du pied et notamment sur le talon. Mieux vaut donc éviter de chasser le talon si on reste en appui dessus. Si on relève la pointe en gardant le talon collé au sol, il n'y a plus de phénomène de glissement. La force motrice est donc bien retransmise par réaction du support et sans perte à travers le corps, en partant du talon jusqu'au point d'application de la force. Bon. Mais en gardant le talon au sol et en relevant la pointe, on crée une flexion de la cheville, s'opposant au mouvement très fort ou de grande amplitude, alors que l'extension de la cheville le permet, comme nous l'avons vu dans l'épisode 2. Voilà la façon dont nous gérons ce mouvement dans notre école. Lorsque nous disons que nous chassons le talon, nous ne sommes déjà plus en appui dessus, mais seulement sur le bol du pied, qui lui ne glisse pas. Le talon légèrement relevé pendant sa rotation permet donc l'appui sur le bol du pied et l'activation des muscles du mollet, qui assurent l'extension naturelle de la cheville et participent à toute action vers l'avant. Puisqu'il n'y a quasiment aucun glissement au niveau du bol du pied, la force motrice assurée par la double extension des membres inférieurs est alors intégralement renvoyée à travers le corps grâce à la réaction du support, à la condition bien sûr que le corps soit bien relâché et bien coordonné. Évidemment, je vais chercher à, ici, chasser mon talon arrière pour pouvoir libérer la force vers l'avant. La force qui arrive au niveau du point ici, c'est une conséquence de tout le travail de la chaîne motrice depuis le bas du corps où je vais prendre appui dans le sol et ici. Et cette force que je vais aller chercher dans la terre, alors c'est pas aller chercher l'énergie, je sais pas où, hein. C'est simplement ici, travail d'appui, d'impulsion. Hein. Donc ce travail-là, cette force, elle va se transmettre de long ma chaîne articulaire, passer par la taille, travailler sur ma colonne vertébrale et en même temps arriver à l'épaule, au coude et au poignet. C'est comme si ma taille était le lanceur en fait du poids. C'était un lanceur. Voilà, c'est tout qui part ensemble. Voilà, c'est cette idée-là. Attention, les images qui suivent peuvent choquer. Veuillez éloigner les enfants. Une caractéristique de la posture arc-et-flèche est son amplitude, désignant la distance entre les deux talons dans le sens avant-arrière. Dans certains enchaînements, comme ici à l'épée en installation arrière, on aurait pu chasser le talon, mais on a préféré relever la pointe pour ne pas trop augmenter l'amplitude de la posture finale. Pareil lors de la sortie du mouvement du serpent qui rampe. Si je chasse le talon après ce mouvement vers le bas si particulier, j'augmente trop l'amplitude de la posture. Parce que c'est bien beau de descendre, après faut-il pouvoir remonter, ou juste en avoir envie. En Qigong, il arrive aussi de relever la pointe en fin d'installation compo, comme ici avec la canne. La fermeture du pied arrière, qui est ici associée au mouvement descendant de la canne, est cohérent d'un point de vue moteur, et j'ai toujours de bonnes sensations en l'effectuant. Un enchaînement martial, comme une forme de tai chi ou un kata de karaté, est prévu pour se terminer à peu près là où il a commencé. Donc il comporte forcément des changements de direction et des demi-tours, sans quoi on se retrouverait à chaque fois à 10 mètres du point de départ, pas pratique. En tai chi, pendant la plupart de ces changements, on relève la pointe et on tourne autour du talon posé au sol. Alors qu'on soit chasseur ou releveur, on relève souvent la pointe, soit pendant un demi-tour, en effectuant une rotation interne, soit en déplacement avant, en effectuant une rotation externe. Pendant cette phase, on oriente le pied dans la diagonale pour préparer l'installation,
L'ajustement d'angle qui suit devient alors très léger, voire négligeable, comme ici. Donc, le débat portant sur chasser le talon ou relever la pointe ne concerne quasiment que l'installation sur le côté, donc pas grand-chose comparé à tout ce qu'on fait d'autre durant la pratique. Si bien que l'impact d'une façon de faire ou d'une autre devient minime et ne change pas grand-chose pour le pratiquant moyen qui fait régulièrement son tai chi comme une gymnastique de santé. Quel que soit son camp, il travaille tous les muscles responsables de sa locomotion. Son corps y est habitué, et s'il se sent bien, c'est le principal. Et comme la grande majorité des pratiquants de tai chi ne travaillent pas son aspect martial, il n'y a pas de problème. En poussée des mains, on ne se pose pas la question de chasser ou de relever. L'appui arrière reste quasiment fixe et sur le talon, puisqu'on transfère sans arrêt le poids du corps en avant et en arrière, tout en restant à courte distance. Changement. Ici, je viens coincer. Vous avez vu où est mon poids du corps, il est toujours sur ma jambe arrière. Et là, je suis prêt à faire Ji, ici. Et c'est là mon Fat Jim. Vous voyez ? Là, je n'aurai pas besoin de faire ça, ici. Parce que ce n'est pas une installation dans un enchaînement. C'est l'utilisation directement dans la poussée des mains. Donc là, effectivement, j'ai aucun intérêt à chasser. Si on retrouve depuis des siècles la position Kompo dans de nombreux arts martiaux d'Extrême-Orient, c'est probablement pour ses vertus pédagogiques. Elle forme le corps et renforce les appuis en travaillant bas. C'est aussi la position théorique de l'appui avant, comme Mabo est celle de l'appui central, ou Shubo celle de l'appui arrière. On pourrait la comparer à une posture de gymnastique spécifique, préparant au travail martial. Mais j'explique souvent qu'elle n'existe pas dans la nature, dans le sens où on ne la rencontre pas telle qu'elle en combat, ou dans les applications martiales appuyées. Sa forme adaptée au combat ressemblerait un peu à ça, avec une amplitude plus faible, le talon arrière relevé pour pouvoir se déplacer rapidement et libérer davantage d'énergie vers l'avant. Sa forme adaptée en poussée des mains se fait avec la jambe arrière un peu plus fléchie et une plus grande ouverture du pied arrière, notamment pour pouvoir absorber la force venant d'en face et la transformer ensuite. On voit donc ici que tout est question de point de vue et de contexte, et qu'il n'y a pas une seule vérité s'appliquant à tous les cas. Certains pourraient reprocher à cette étude son aspect trop mécanique, sans considérer les aspects internes et énergétiques du Tai Chi Chuan. Rappelons que cette vidéo s'inscrit dans une série de cours destinés aux débutants et présentant les aspects élémentaires de la discipline. Pour aller plus loin et approfondir, chacun pourra poursuivre ses recherches et suivre sa voie, mais avec à l'esprit au moins les bases mécaniques du déplacement. Alors même si on suppose que relever la pointe a des vertus énergétiques, eh bien heureusement les chasseurs de talons peuvent aussi en bénéficier lorsqu'ils font des demi-tours ou des réglages d'amplitude. Ouf! Souhaitons seulement que ceux qui pensent qu'il y a un effet énergétique en relevant la pointe ne croient pas que cette énergie permette de faire ce qui suit. Par ici, mesdames et messieurs, venez voir le cirque humain. I'm standing here, watching houses be burned, and everything seems a little confused, a little confused. Ah bah oui, face à un adversaire non consentant, ça marche beaucoup moins. Depuis les siècles que le Tai Chi existe, on le saurait si on pouvait faire bouger des gens à distance. D'ailleurs, c'est pas avec le Chi que les Chinois envoient leurs fusées dans l'espace. Enfin, je crois pas. Mais il n'est pas question de remettre en cause l'énergétique chinoise. Je n'enseignerai pas le Qigong et n'aurai jamais écrit un livre sur ce sujet dans ce cas. Il s'agit juste d'en écarter les aspects surnaturels et dogmatiques, et de rejeter les arguments d'autorité du genre « parce que le maître l'a dit, c'est vrai » ou « parce que c'est écrit dans les vieux livres, c'est vrai ». Mieux vaut s'appuyer sur l'expérience et la démarche scientifique, avec lesquelles d'ailleurs la pensée traditionnelle chinoise est parfaitement compatible. De
Depuis les débuts du Tai Chi, le monde s'est ouvert et a évolué, et avec lui les techniques de combat. Les enchaînements que nous proposons sont plutôt récents, mais n'en représentent que la forme, extérieure et visible. Et même si nous revendiquons la modernité de notre approche, nous étudions et respectons les principes de la pensée traditionnelle chinoise qui en constituent le fond, interne et invisible, et que nous cherchons à incarner dans la pratique, comme les notions de transformation, d'alternance yin-yang, de souplesse et de non-opposition, la force Jing et les 8 potentiels. Ce serait réducteur de penser que traditionnel égale interne et que moderne égale pas interne. Alors je sais, ce n'est pas simple de savoir ce qui relève exactement du traditionnel et ce qui relève du moderne. En tout cas, vous en trouverez toujours un pour vous expliquer qu'il est plus traditionnel que l'autre, mettant en avant la plus grande pureté de la transmission de sa discipline depuis les origines. Mais quelles origines ? Déjà, tout ça ce n'est pas bien grave. Alors, si on n'a pas fait le tour de la question, au moins on en a fait un bon tour. Nous avons expliqué pourquoi et comment nous chassons le talon, qu'il nous arrive souvent de relever la pointe, mais jamais pour produire vers l'avant un effort important ou de grande amplitude. Le talon, c'est fait pour poser le pied en avant ou assurer son appui arrière. Alors, chasseur contre releveur, traditionnel contre moderne, pur contre impur, sorcier contre moldu, les clivages naissent bien souvent de postures rigides et de croyances diverses. Mais on peut être rigoureux sans être trop sérieux, moderne sans rejeter la tradition, et savoir considérer les choses sous différents angles, parce que détenir la vérité, n'est-ce pas précisément là le talon d'Achille ? I want to believe in the nobility of the human spirit. I want to believe that mankind is essentially good, and that the horror I see and the horrors I hear about are simply the last cries of a dying spectre that haunted our fragile globe for just too long. Donc, il y a les chasseurs de talons, les releveurs de pointe, et puis il y a Alice. Bah oui, vous savez Alice. Toujours émerveillée, mais un peu tête en l'air. Comment ça c'est qui Alice par rapport à Achille ? Sa cousine ? Mais pas du tout. Et lui c'est qui ? C'est Mo. Oh vous savez, Mo il s'en fout. S'il faut chasser, il chasse, s'il faut relever, il relève. De toute façon, Mo il peut tout faire. Son souci c'est juste de rester à peu près aligné. Alors des fois ça marche. Et des fois ça marche pas. Bref, c'est Mo.